C'était il y a 10 ans, jour pour jour presque, ce 19 mars 2012, à Toulouse, bientôt 8h, la ville rose se réveille, rue Jules Dalou, dans le quartier de la Roseraie. Des parents déposent leurs enfants au collège-lycée aux Aratora. Ce matin-là, Brian Bijawi, 15 ans, assure l'accueil. Cet interne aime rendre service à sa famille toulousaine, c'est ce qu'il dira plus tard. Il sourit à Jonathan, le rabbin professeur, à ses enfants, Arié, 6 ans, Gabriel, 3 ans, qui lui tiennent la main. Jonathan accueille ensuite Myriam, 8 ans, cette petite blonde pleine de vie, Myriami, comme l'a surnommé certains élèves, la fille du directeur qui doit être emmenée par Jonathan justement dans une autre école située à quelques minutes de route. Mais cette matinée qui semble être banale va basculer dans l'horreur la plus absolue. Retour ce matin justement sur ces événements tragiques avec nos invités. Samuel Sandler, président honoraire de l'association cultuelle israélite de Versailles, mais surtout le père et le grand-père de Jonathan, Arié et Gabriel, qui ont été froidement assassinés ce 19 mars 2012. Bonjour Samuel Sandler. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes accompagné d'Élie Corchia, votre avocat, également président du Consistoire central de France. Merci beaucoup, chère Élie, d'être restée ce matin justement aux côtés de Samuel, puisque je le rappelle, vous officiez tous les vendredis donc sur Radio J pour votre chronique. Alors, important, très symbolique que vous soyez avec nous sur Radio J, messieurs, en ce début de week-end de commémoration. Radio J qui a suivi, bien sûr, tous ces événements, avec Michel Zarbim notamment, qui est présent en studio avec nous, et puis les procès qui ont suivi, justement, la partie sur laquelle on reviendra surtout avec vous, Élie. Mais Samuel, d'abord, aujourd'hui, 10 ans après, j'aimerais qu'on revienne sur ces événements, ce 19 mars. Vous n'êtes pas à Toulouse, vous êtes à Versailles, hein, vous y habitez. La première personne à qui vous allez parler, c'est Eva. Comment ça va se passer, justement ? Comment ça s'est passé ? En fait, il était 8h du matin, j'étais à mon bureau. J'étais ingénieur dans l'aéronautique. Mon bureau était au sud de Versailles, à Buc. Et je vois sur le petit écran de mon téléphone Eva. La veille, Jonathan nous avait dit qu'il comptait venir à Pessard chez nous. On était très heureux. Donc, je pensais simplement, elle venait dire, pour les enfants, il faut préparer ça ou ça. Donc, j'étais un peu occupé professionnellement. Donc, j'ai pas immédiatement décroché. Et je vois avec insistance son nom sur mon petit écran. Je décroche. C'était extrêmement bref. Jonathan est mort. Après, elle m'a donné quelques explications. J'avais pas tout compris. J'ai pris mes affaires, j'ai dit à ma secrétaire je pars, et j'ai essayé de prendre la première navette pour Toulouse. Et surtout là, vous pensez à votre femme, vous craignez que ça soit quelqu'un, un inconnu qui lui annonce. Oui, alors là j'étais très dur avec ma fille. Ma fille habitait Montrouge, donc j'étais dans la voiture, je me rendais vers Orly, et j'appelle ma fille Jennifer, je dis va récupérer maman, quoi qu'il est, Jonathan est mort. Donc j'ai pas donné d'autres explications, c'était brutal l'information. Ouais. Voilà, mais je savais pas du tout ce qui se passait. Ouais. Et en plus, j'écoutais la radio pour essayer de voir. J'avais entendu échange de coups de feu devant l'école. Juste, mais bon, alors Eva s'est trompée parce que Jonathan n'est pas armé, donc ça peut pas être lui. Ouais. Voilà, au début, vous ne pensez pas que c'est un attentat terroriste ? Je refuse. Je suis un peu de le déni. Je refuse de croire que mon fils a été assassiné, et je comprends pas très bien ce qui s'est passé avec les enfants, et je pensais que Gabriel n'était que blessé. Alors au début on vous dit qu'il y a des ambulances sur place justement, qu'il y a des blessés. Alors vous pensez blessé, donc forcément vous pensez vivant, vous pensez que votre fils, vos petits-enfants ont été épargnés à ce moment-là. Oui, parce que quand j'arrive devant l'école, je vois plein d'ambulances. Alors je me dis bon, s'il y a des ambulances, c'est qu'ils sont blessés, et ils ne sont pas donc assassinés. Voilà, c'était ma première pensée. Je suis rentré dans l'école un peu tout seul, j'allais de classe en classe, je voyais des gens, des officiels, etc. Je ne savais pas où aller, et c'est là où j'ai croisé Joël Mergui. Et la première chose que je lui ai demandé, mais où est Gabriel ? Il me dit, Gabriel, c'est fini. Alors là, bon, ensuite il m'a pris par la main, je suis allé dans un débarras, et j'ai rencontré le président de la République. Nicolas Sarkozy, oui. Qui vous parle également, qui vous dit une phrase qui va... Alors il a le visage marqué, et moi je refuse. Je n'ai pas vu mes enfants, je suis à la recherche de mes enfants. J'étais dans le déni, je ne voulais pas croire ce qu'on me dit. Donc il me parle, et moi je regarde. Non, je voulais pas accepter les propos qu'il me disait. C'était trop. D'ailleurs. Oui, il vous dit notamment, ça m'a marqué. Vous avez repris l'ancien président. Il a tenté de vous rassurer. Il vous jure qu'on retrouvera ce barbare. Oui, alors ce mot m'a marqué, parce que si toutefois ce qu'on me disait était vrai, que Gabriel à 3 ans avait été tué. Donc un barbare, c'est comme le nom de l'assassin que je prononce pas. Au moins un barbare, c'est encore un être humain. Ils ont une étincelle d'humanité, ce que je refuse
d'accepter pour les assassins de mes enfants. Vous croisez aussi Yakov Monsonego, je crois, donc le directeur qui est là dans un état second. Ah oui, on le tient, on le retient. Il y a eu 2-3 personnes qui le tenaient parce qu'il ne pouvait plus marcher. Et voilà. Et après, alors moi, j'ai été porté par les événements. Après, on me dit de suivre quelqu'un. C'était une voiture de police et on me conduit d'hôpital en hôpital. Et vous êtes tout seul à ce moment-là, alors vous n'avez pas votre femme, votre fille à vos côtés? Non, parce que ma femme était à la maison, donc au Chesnay, et j'ai demandé à ma fille d'aller la récupérer. J'avais très peur qu'elle soit informée par des gens, des tierces personnes, et voilà. Et je pouvais pas lui dire. C'était pas évident, donc j'ai demandé à ma fille surtout de la récupérer. Oui, j'étais tout seul, tout seul. Et très vite aussi, le président du CRIF de l'époque, Richard Prasquier, va vous conseiller de prendre un avocat. Et là, en tout cas, c'est toute une équipe qui va venir vous soutenir quand même. Oui, alors là, c'était un peu plus tard, c'était pratiquement une semaine. J'ai reçu un coup de téléphone. On était ce jour-là, c'était la fin des Shivas, des 7 jours. Donc j'étais au cimetière et je reçois un coup de téléphone. Richard Prasquier me dit, est-ce que je connais un avocat? Évidemment, j'en connaissais, mais je me dis, il va demander le numéro, j'ai rien sur moi. Je sortais de cimetière et il me dit, écoutez, est-ce que vous acceptez que j'envoie l'avocat du CRIF? J'ai dit oui. Donc c'était Patrick Lugman, parce que fallait mettre sous saisie le film. L'assassin avait tout filmé, il a fait un montage, il a identifié les gens qui tuaient. Mais même les nazis ne faisaient pas ça. Alors ça, on va en parler justement. Alors je me tourne vers vous, Élie Korchia. Est-ce que vous connaissiez à ce moment-là Samuel Sandler, et est-ce que vous avez tout de suite voulu supporter, aider la famille Sandler, que ce soit Samuel ou Eva? Oui, je connaissais Samuel Sandler, bien évidemment, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Samuel était le président de la communauté de Versailles à l'époque, et nous étions d'ailleurs vus le 18 mars, puisque le consistoire central avait organisé des assises, un colloque sur le judaïsme, et donc c'était il y a 10 ans, c'était au Palais des Congrès, nous étions croisés l'après-midi, nous avions discuté ensemble sur place, et je ne pouvais pas imaginer, en discutant avec Samuel ce dimanche après-midi, de l'horreur qui allait se dérouler le lendemain matin. Personne ne pouvait l'imaginer. Et dans les jours qui ont suivi, effectivement, 15 jours après, effectivement, nous avons été un certain nombre de confrères à intervenir pour les parties civiles. Il y avait beaucoup de parties civiles dans ce dossier, entre les gens qui étaient sur Toulouse, les familles effectivement ici, et puis je suis intervenu très rapidement, et avec Patrick bien sûr, mais d'autres confrères aussi qui étaient dans ce dossier. Je pense à mon confrère et ami Ariel Goldman, à d'autres consoeurs et confrères, tant de province que de Paris. Et puis ensuite, j'ai eu cet honneur, évidemment, dès que Samuel me l'a proposé, de l'accompagner, à la fois pendant les 5 ans avant le procès, parce qu'il faut savoir que c'est une très longue instruction criminelle dans un dossier pareil, en plus un dossier terroriste avec une dimension terroriste, et puis ensuite lors des 2 procès dont on va parler tout à l'heure, de 2017 absolument. Et de 2019, où Samuel a eu ce courage, cette force de pouvoir venir tous les jours, et nous étions ensemble du matin au soir, à la fois en 2017 et en 2019. Oui, on va parler du procès. Alors, Samuel Sandler, j'aimerais savoir aussi comment ça s'est passé finalement l'après, la semaine qui a suivi donc cet attentat. Après ce 19 mars 2012, l'enterrement va avoir lieu assez vite à Jérusalem. Comment ça se passe pour vous ? Écoutez, je suis porté par les événements. Curieusement, j'avais l'impression qu'on avait pris mes enfants. On me disait, voilà, faut aller, par exemple, j'ai un coup de téléphone, il faut aller à Roissy à telle heure. Je découvre par hasard, j'entends des gens, oui, l'enterrement aura lieu à Jérusalem. Je dis, c'est pas vous qui avez décidé, rien, en fait. De rien du tout. Donc, je me faisais porter par les événements et j'avais l'impression qu'on avait pris mes enfants. Voilà. Et donc, ensuite, il y a eu l'enterrement et les Shivas. Les 7 jours ont été à Jérusalem, à la yeshiva qu'avait fréquenté donc Jonathan, Beth Halevi. Voilà, c'était ces 7 jours. Souviens-toi de nos enfants, c'est le titre de votre livre que vous aviez publié justement en 2018, et je me souviens très bien qu'on vous avait reçu avec Michel justement pour la sortie de ce livre qui m'a beaucoup marqué, notamment certains passages dont je voulais parler aujourd'hui, notamment quand vous racontez justement cet enterrement à Jérusalem. Un homme vient vous voir, vous demande si vous savez à quelle date hébraïque correspond le jour de leur assassinat. Angoissante coïncidence, vous écrivez alors dans ce livre, le 19 mars 2012 correspond au 25 du mois de Hadar. Le 25 du mois de Hadar fait penser au verset 25 du chapitre 32 du Deutéronome, chapitre qui coïncide avec plusieurs événements liés à votre fils Jonathan. Et il y a ce verset en particulier qui est bouleversant. Au dehors, l'épée emportera les fils, au dedans régnera l'épouvante, périront ensemble jeune homme et jeune fille, enfants à la mamelle et hommes adultes. Oui.
En fait, c'était à la fin des 7 jours. C'est donc il y avait une manifestation dans une grande yeshiva, et j'avais rappelé à ce moment-là un peu la vie de Jonathan, notamment sa bar mitzvah, parce que j'étais un peu marqué. J'avais préparé avec lui, et au moment de la lecture de l'Haftara, j'entendais sa voix diminuer. Il a pleuré. C'est très rare, hein, les bar mitzvah qui pleurent comme ça, et parce qu'il sentait la fin d'une période. Pendant 1 an, tous les jours, on travaillait ensemble, etc. Et j'avais rappelé ça, et j'avais précisé que c'était donc sa bar mitzvah, la paracha Ha'azinu, donc chapitre 32 du Deutéronome. J'avais toujours respecté bien les dates anniversaires, hein, c'était bien cette date, et c'est comme ça que l'une des personnes, alors on me demande qui, mais je sais pas, je descendais de la tribune, et on me dit, est-ce que vous avez regardé le 25? Alors, donc, le chapitre 32, c'est celui de sa bar mitzvah qu'il a lu à la synagogue, et le verset 25 que vous avez cité, c'est parce que c'est le 25 Adar, et bon, il y a une tradition qui veut que dans la Sédra d'Azinu, je crois que c'est le Gon Divina qui dit il y a le résumé de la vie de chacun, mais là c'est pas au 2e degré, hein, c'est carrément au 1er degré. Ouais. Et donc ça vous affole, et vous écrivez, tout est écrit finalement, tout s'accomplit. Oui, des détails, mais bon. Voilà. Alors, Samuel Sander, vous avez souvent dit en interview qu'en France, vous ne pensiez pas qu'on tuerait encore des enfants juifs, surtout après la Shoah, bien sûr. On en parlait un petit peu plus tôt avec Élie ce matin. Vous avez fait souvent référence ces dernières années à Jeannot, votre cousin qui a été déporté à l'âge de 13 ans. Ce lien donc entre ces 2 événements, vous l'avez fait tout de suite. Alors c'était immédiat. Dès que Eva m'avait dit Jonathan est mort, j'ai fait le lien avec le reste de la famille. Tout d'un coup, c'est une continuité. Et donc on avait déporté donc depuis Le Havre ma grand-mère, mon oncle, ma tante et mon petit cousin. Et je viens d'apprendre dernièrement l'horreur, puisque on est venu arrêter mon petit cousin à l'école. Donc la police, faut se mettre à la place tout de même un petit garçon. Il est en cours, les cours. Là, on vient l'arrêter et le déporter. Mais c'est des horreurs. Je me rappelle du témoignage de Samuel devant la cour d'assises spécialement composée, où il avait rappelé la mémoire de son petit cousin, de Jeannot. Je me rappelle d'un détail d'ailleurs qu'il avait dit devant la cour, lorsqu'il avait rappelé le souvenir de son cousin déporté, et il avait parlé des soldats de plomb de son cousin, et c'était très émouvant de l'entendre parler de la guerre, d'un enfant déporté, pris dans une école par la police, alors qu'il avait l'habitude de jouer chez lui à la maison devant Samuel avec des soldats de plomb. Pas devant moi, parce que... Enfin, pas devant toi, mais Samuel avait rappelé ce souvenir de son petit cousin avec les soldats de plomb. Et c'est vrai que c'était une image qui nous était restée pendant le procès, de revoir Samuel parler de son cousin déporté pendant la Shoah, alors qu'il avait cette anecdote, qu'il avait l'habitude de jouer avec des soldats de plomb. Oui, parce que j'avais un petit soldat, on me disait toujours fais attention à ce soldat de plomb, il appartenait à ton cousin. Et à la maison, il y avait les portraits, alors c'est ça qui était angoissant. On me disait toujours, voilà, c'est ton cousin qui a été déporté. Mais je me dis, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce qu'un jour on m'arrêtera aussi, comme lui? Et bon, je me rassurais, je dis, mais la guerre est finie. Et puis en France, on ne tuera plus jamais un enfant parce qu'il est de religion juive. Et surtout, vous indiquez que voilà, de cette enfance marquée par la Shoah, vous la conjurez en enseignant à vos enfants la confiance en la République. Ben oui. Forcément. Ouais. Ben oui, parce que je leur ai pas trop parlé de la Shoah, mais je voulais toujours les rassurer, qu'on vivait donc en paix, et on était protégés parce qu'on était en France. Alors, comment ça va se passer les 2 ans qui vont suivre, puisqu'on sait que le premier procès donc va arriver en 2017. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être soutenu peut-être par les institutions, par le gouvernement pendant ces 2 années justement, c'est 5 années. Je comprends 5 années. Du coup, est-ce que vous avez eu l'impression d'être soutenu? Comment ça va se passer? Comment ça s'est passé cette période? Alors, soutenu par les organisations. Écoutez, on vous avez rappelé tout à l'heure, je suis toujours membre du consistoire central, donc j'étais soutenu par tous les présidents dans les réunions. Il y avait toujours quelqu'un qui venait me voir pour m'encourager. Quant à l'État, écoutez, je suis obligé de marquer ma reconnaissance parce que l'État a été près de moi. Vraiment de façon assez remarquable. Et pourtant, on a reproché, peut-être aux médias de ne pas avoir parlé suffisamment de cet attentat, comme on a pu le voir après pour l'attentat de Charlie Hebdo, du Bataclan. Oui, alors là,
je peux moins bien répondre parce que j'étais trop pris par les événements et je voyais peu ce qui se passait à l'extérieur. Hein. Et vous, Élie Korcha, vous avez eu ce sentiment qu'on n'en a pas suffisamment parlé peut-être de cet attentat ? Oui, très clairement. On a eu ce sentiment que qu'il n'y avait pas une prise de conscience pleine et entière de la gravité de ce qui s'était passé. Et effectivement, ce sentiment a perduré. Et après, il y a eu effectivement les attentats que nous avons connus en 2015, que ce soit en janvier 2015 avec l'hypercacher, précédé de l'attentat de la Porte de Montrouge, d'ailleurs à 8h du matin, à quelques centaines de mètres, à 250-300 mètres d'une école juive, qui coûte la vie à Clarissa Jean-Philippe, policière. Et puis, évidemment, juste avant, l'attentat de Charlie Hebdo, qui là donne une dimension internationale aux attentats terroristes. Et c'est sans doute, je pense, un des paliers qui va servir à une prise de conscience vraiment internationale. La grande manifestation du 11 janvier 2015 que nous n'avons pas connue par exemple en 2012, où à part quelques manifestations locales, il n'y avait pas eu une prise de conscience nationale. Oui, parce que peut-être que certaines personnes se disaient c'est une école juive, donc peut-être ça ne nous concerne pas finalement. Exactement, et puis par rapport aux militaires, ce sont des militaires qui ont été tués, et donc on restait comme si c'était des personnes qui avaient été ciblées, et donc ça ne concernait pas tout le pays, alors qu'à partir de 2015, on va comprendre que ce qui se passe en 2012 préfigure effectivement les attentats islamistes de 2015, et que là, tout le monde est visé. D'abord en janvier 2015, encore des catégories, policiers, dessinateurs, journalistes et personnes de la communauté juive, et puis en novembre 2015, évidemment des personnes attablées dans Paris qui se font tuer. Alors Samuel Sandler, vous remarquez dès le premier jour de l'audience, donc qui arrive, enfin en 2017, il y a beaucoup de monde. L'avocat de la défense, Éric Dupond-Moretti, vous le dites, vous avez témoigné dans le livre notamment de Jonathan Chétrit, qui vient de sortir, occupe finalement tout l'espace. Cet avocat, il agit presque comme un comédien au théâtre. Écoutez, c'est la première fois que je vais aller dans une salle d'assises, et c'est un théâtre, puisque même les parties civiles, on est à l'arrière, derrière des petites barres, et on assiste donc. Il y a la présidente, il y a d'un côté donc les accusés avec la défense, de l'autre côté les parties civiles, et puis nous, les parties civiles, et on regarde. On est là comme des spectateurs, voilà. Donc on assiste à. Alors c'est très dur parce qu'on parle des vôtres et vous pouvez pas intervenir. La plupart du temps, c'est des gens qui ne les ont même pas connus. Et ils parlent entre eux. Et puis là, voilà. Donc pour moi, c'était vraiment un théâtre. Et vous dites que les gendarmes présents au sein de la cour, vous aviez l'impression qu'ils vous surveillaient tout le temps. Oui, particulièrement les parties civiles. Oui, c'est l'impression que j'avais. On était régulièrement, même quand on sortait pour 1 minute, on était à nouveau fouillés. C'était des moments que je prenais assez difficilement. Les derniers jours d'audience, il y avait vraiment salle comble, il y avait beaucoup de monde, et vous écrivez, Samuel, aussi avoir l'impression que la foule vient au spectacle alors que la salle est vide lors des dépositions des parties civiles. Oui. C'est ce que ça m'a marqué. Oui. Encore une fois, c'était du théâtre. On était venu voir une présentation en particulier lorsque la défense s'est exprimée, la salle était pleine. J'avais l'impression que pour les malheureux, les parties civiles, ça intéressait personne. On était au spectacle. Élie Korcha, vous aviez aussi cette impression d'audience spectacle ? C'est vécu par une famille de victimes, donc c'est quand même différent. Je suis un professionnel. Nous, en tant qu'avocats, nous sommes habitués. En tout cas, qu'il y avait plus de monde au moment de la défense qu'au moment de l'exposition. Il faut quand même se dire que le procès de 2017 est le premier grand procès du terrorisme en France. Il y en a eu d'autres avant, il y en a eu d'autres après, mais c'est le premier très grand procès. Rappelez-vous, il y avait des lives des médias non-stop toute la journée. Le procès de 2017 se passe dans un climat, d'abord de sécurité très important, et il se passe dans un climat électrique. Entre les avocats, par exemple, des parties civiles, entre les avocats de la défense, il y a un climat très dur à ce moment-là. Nous nous opposons sur certaines parties du procès à la façon de gérer cet aspect d'audience. Donc, quand Samuel parle de théâtre, évidemment, les assises en général, et encore plus dans des procès extrêmement importants qui marquent un pays, sont toujours des lieux très très particuliers. Ce que je voudrais revenir sur un point, c'est que il faut bien avoir conscience qu'à ce moment-là, dans ce premier procès, on sait qu'il se joue quelque chose sur l'avenir de la justice en matière de gestion de procès terroristes. Et on le sent déjà. Et ça va être le cas en 2017, certes dans un climat
très très difficile, très électrique. Et en 2019, par contre, en appel, dans un climat, et Samuel s'en souvient, très différent, avec un climat beaucoup plus apaisé, avec un climat beaucoup plus serein. Évidemment, des joutes verbales, des affrontements entre les avocats des parties civiles qui sont là pour porter la voix et pour intervenir pour les familles de victimes, les avocats de la défense. Et à l'époque, évidemment, il y a le plus grand avocat pénaliste français de l'autre côté de la barre. Nous faisons notre métier, bien évidemment, les uns comme les autres, avec la fougue qui nous caractérise, mais c'est un climat très différent en appel. Et puis, reconnaissons-le, la justice passe pleinement en appel, puisque la décision est aujourd'hui ce qu'on appelle définitive. Elle a autorité de la chose jugée et elle a condamné le frère de l'assassin à 30 ans de réclusion criminelle pour complicité d'assassinat. Samuel Sandler, on a quand même cette impression au moment du procès que toutes les parties civiles sont vraiment soudées, qu'elles sont là, qu'elles sont ensemble, prêtes à faire face. En tout cas, voilà, il y a, je crois, les frères et sœurs d'Imadi Ben Ziaten qui vont venir vous parler à un moment, le militaire. Vous, il y a des rabbins qui sont venus pour vous soutenir, des gens de votre communauté. Nous, on nous a laissés seuls, personne n'est venu nous voir ou nous soutenir, mais en tout cas, vous êtes ensemble à ce moment-là, toutes les parties civiles. Oui, c'est une remarque l'un des fils de Latif Ben Ziaten qui regrettait beaucoup parce que il voyait que les partis, en fait, tout au moins autour de moi, il y avait sont venus, y compris d'ailleurs le maire de Toulouse. Il y avait beaucoup de gens, des rabbins, et c'est se remarque parce qu'ils ont souvent le chapeau, une kippa, etc. Et des gens étaient venus autour de nous et regrettaient que eux étaient vraiment très seuls. Ouais, c'est une remarque qu'ils m'ont faite. Vous avez l'impression quand même qu'il y a eu cette solidarité ou... Oui, relativement pendant, oui, mais pas, voilà. Alors, vous aviez demandé à être informé du jour de la venue de la mère du terroriste. Oui, parce que en fait, il y a une association qui a reçu les parties civiles une quinzaine de jours avant pour expliquer d'abord le lieu, expliquer comment ça se passera, et à la fin, quelqu'un m'a demandé, est-ce que vous avez un souhait? Je dis oui, je veux savoir le jour où la mère témoignerait, je ne veux pas être présent. Je veux pas la voir. Et je ne savais pas que le premier jour, on accueillerait les témoins. Je ne savais pas. Donc, je suis au premier rang, et elle est devant moi. C'est une des scènes, un moment les plus durs du procès. Parce que c'est un monstre. Alors malheureusement, on n'aura pas le temps de détailler davantage, mais on va peut-être finir sur une note de mémoire, de souvenir, se rappeler de ses enfants. Oui. Papy Café, c'est comme ça que votre petit-fils Gabriel vous surnommait. Il avait 3 ans et il appréciait beaucoup une boisson qu'on connaît très bien de couleur marron. Et moi, je lui avais dit, Monsieur Coca. Monsieur Coca, il a eu une réplique immédiate. Papy Café, parce que voilà. Et puis, je rappelle tout de même que Gabriel a été assassiné la tétine à la bouche. Ce livre est une stèle, le livre dont on parlait, Souviens-toi de nos enfants, pour mes 3 enfants, que leur visage, leurs mains, leur sourire, leur innocence ne s'effacent jamais de nos mémoires et que leur prénom y soit toujours chéri. J'aimerais que l'histoire de Jonathan, Gabriel et Arié nous habite, également celle de Myriam, bien sûr, fraternelle et sensible. Dans mon cœur, ils vivent. La douleur ne triomphera pas du souvenir. C'est ce que vous écriviez, Samuel Sandler, dans votre livre. Merci beaucoup d'avoir C'est moi qui vous remercie. été là avec nous. On espère vous retrouver très bientôt sur Radio J. Et merci beaucoup, Élie Corchia, président du Consistoire central de France. Peut-être un dernier mot, Élie, très rapidement. Nous sommes avec Samuel, mais je voulais qu'on ait évidemment une pensée très forte pour Myriam, évidemment, l'épouse de Samuel, et pour Eva. Merci. Et pour Eva Sandler aussi, je voulais penser aussi à elle deux en cette fin d'émission. Merci beaucoup à vous deux et à très bientôt sur Radio J. Merci. Merci.